Donc en fait, ici, on a demandé à deux personnes de classer les images de la plus effrayante, qui est number one, à la moins effrayante, la dernière, numéro 5. Ça va? Pardon? Ça rappelle un PP C'est vrai? sur SPSS qu'il faut faire. Ah oui, c'est tout à fait possible. On se retrouve toujours dans les mêmes configurations de toute façon. Mais oui, à mon avis, on les TPS. Ok, alors, les jugements qu'on a ici, c'est ceci. Donc, le premier juge attribue la troisième position à l'image 1, la quatrième position à l'image 2, etc., etc. Ça va? Donc ici, c'est moins vache que tantôt. Vous avez déjà les rangs pour chacune des images. Okay? Alors, le premier truc que je vais vous demander de faire, c'est de réorganiser les données. Ça va? Donc selon le pays. Oui. Donc je veux voir apparaître dans votre tableau pour le juge X 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? Ok. Et le tableau il sera couché comme ça? Oui, tu peux le garder comme ça. Alors, est-ce que tout le monde est après son tableau? Est-ce que vous observez quelque chose d'intéressant dans le tableau? Oui. Le premier réflexe à avoir quand vous avez vos données sous les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oui. Est-ce que ça vous rappelle vaguement quelque chose? Le coefficient de progression. Oui. Quel coefficient de progression? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit quand on a ces données-là? C'est une corrélation parfaite, négative. Ça va? Vous les voyez, vous vous dites, purée, en fait, ils sont vraiment pas d'accord du tout. Ils sont en désaccord total. D'accord? D'accord. Et donc, en fait, on s'attend à observer une corrélation parfaite négative. Ça va? On ne pourrait pas trouver autre chose avec des données pareilles. Ok? Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Et donc, là, si vous vous demandez, ben oui, dans quelle mesure l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 est proche de 5, 4, 3, 2, 1, ou 5, 4, 3, 2, 1 proche de 1, 2, 3, 4, 5. En gros, ça va devenir assez simple de connaître votre D. Vous avez besoin pour le calcul de votre taux. Pourquoi que c'est simple? Comment t'as trouvé ton fils? J'ai fait toutes les permutations. Tu as fait toutes les permutations. Donc nous avons la médaille de la bravoure. Voilà. Mais en gros, effectivement, si on sait qu'on doit passer de 1, 2, 3, 4, 5 à 5, 4, 3, 2, 1, on sait que la distance minimale qu'on va parcourir, ben, en fait, elle est égale à la distance maximum. Ça va? Non, mais c'est bien d'avoir fait une entrée. Parfait. Ça va? Et donc, dans ce cas-ci, pas besoin de se casser la nénette à faire des inversions, tout ça. En fait, votre distance D, la distance que vous observez ici, ben, elle est égale à la distance maximale. Ça va? Oui, vous pouvez le faire comme ça. Oui, je peux faire ça. Donc, mais en gros, on va l'afficher. Donc, comment on appelle ça? Vous voulez voir les permutations techniquement? Donc, calculer les permutations de cette façon-ci, en utilisant la formule, ça ne fonctionne que lorsque vous avez une corrélation parfaite négative. C'est pour le seul cas où le taux sera égal à moins 1. Alors, donc d'abord, on permute 1 et 2. N'oubliez pas qu'on ne permute que des chiffres qui sont l'un à côté de l'autre. Ça va? Et puis je vais permuter 1 et 3, puis 1 et 4. Ça va? J'arrive à ceci. Et puis je continue mon petit bonhomme de chemin jusqu'à arriver à l'inverse complet. Une fois que j'ai le 1 qui est en bonne position, ben, je vais essayer de lui toucher. Ça va? En gros, je ne sais pas si vous avez déjà joué au... Enfin, moi, ça fait toujours penser à ça. Les puzzles, vous avez un trou et vous devez placer les trucs. En fait, la technique pour réussir à tous les trous, c'est de commencer par les bords. Et bien, en fait, c'est le même principe ici. Vous choisissez un bord. Vous voyez que le premier bord qui se met correctement, c'est celui-là. Et puis, vous essayez de mettre les autres au fur et à mesure.
Par contre, on est toujours obligé de partir du X pour arriver en Y. J'ai fait le contraire. Oui, ça marche aussi. Hein. C'est la même distance de toute façon. Oui, oui. Peu importe. Mais c'est vrai qu'en général, les gens ne trouvent plus logique de partir du désordre pour aller vers l'ordre que de l'ordre pour aller vers le désordre. C'est un état d'esprit. Non, non, mais c'est bien. Ça marche aussi. Si, là oui. Ah non, par contre. Ça va? Le 1 est bien mis, mais tu sais que tu vas devoir ramener le 2 et le 3 quand il arrive. Mais pour le faire, c'est obligé de passer par ici. Ça va? Les prolongations, elles sont toujours obligées de se suivre. Oui, parce que moi, à un moment c'est plus facile si là, et je suis partie. Oui, tu peux le faire aussi, ça va marcher, mais en gros, c'est plus facile de le faire dessus parce que tu es sûr de ne pas louper. C'est plus facile de le faire en suivant, pour être sûr de ne pas louper une étape. Mais peu importe la technique. Quand je suis arrivée, quand j'ai mis le 1 à la bonne place, Quand tu es arrivé là, tu fais partie je suis allée chercher le 2 en fait. Tu as fait 2, 3, 3, 4. Ça fait un pack. Je vois que tu Ouais. Mais c'est toujours une bonne idée de calculer quand même la distance maximale avant de faire le calcul. Comme ça, vous êtes sûr au moins qu'on va avoir une distance supérieure à la distance mais au final, alors, quand on vous donnera un truc à faire, on ne va pas s'amuser à vous faire 10 permutations, ça va? Parce que ça vous fait perdre un moment. Vous avez énormément de chances de vous lancer à un moment ou à un autre, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de trucs à mélanger, c'est l'horreur. Donc, en gros, normalement, si on vous donne un exercice de ce type-là, ce sera pour que ça corresponde au permuteur que vous avez. Ça va? Ou que ce soit plus proche de ce genre de truc, ça va? Que vous ayez moins de permutations à faire. Okay. C'est-à-dire que le maximum de données qu'on pourrait, enfin le maximum de paires de données qu'on pourrait vous donner là-dedans, c'est 4. Okay. Donc pas de panique, vous ne devrez plus faire 10 permutations, c'est pour ça que c'est un morceau encore plus long. Très bien. Ça va. Mais donc l'idée, c'est de nouveau pas que vous perdiez dans un truc de permutation qui n'est pas du tout ce qu'on est en train de tester sur vous. Ça va. C'est que vous puissiez arriver au bout de la procédure sans avoir envie de vous prendre parce que c'est vraiment l'horreur. Okay. Donc on ne travaillera pas sur 5 données. Alors, le tour pour le coup, ben, ça fait 4 fois 10, donc 1 moins 4 fois 10 divisé par 10 fois 10 moins 1, 5 fois 5 moins 1. Et donc au final, on arrive à moins 1. Magnifique, c'est ce qu'on s'attendait à observer, ça va, puisqu'on s'était dit que c'était une corrélation parfaite négative. Ok? C'est pour ça que je vous dis d'observer toujours vos données au départ, parce que du coup, en observant vos données, vous allez voir directement si vous êtes dans une configuration extrême ou dans l'autre configuration extrême. Et donc si vous êtes en moins 20 ou si vous êtes en 1. Ça va? Par contre, ce qui gravite autour de 0, évidemment, c'est difficile à observer comme ça à l'œil nu. Vous avez vraiment besoin de faire la procédure, sinon ça ne servira à rien ce qu'on est en train de vous montrer là. Ça va? Mais soyez toujours attentifs aux données que vous avez sous les yeux. Ok? Alors, de nouveau, pour le taux, c'est possible d'inférer la population, on ne vous explique pas la technique de calcul. Ça va? Donc, si vous avez à l'examen un énoncé qui peut coller à un taux de Spearman ou un taux de Kendall, qui sont en fait des procédures qui se correspondent tout à fait, et qu'on vous demande d'inférer la population, s'il vous plaît, ne vous lancez pas dans un taux. Ça va? Parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir inférer par vous-même. Ok? Il n'y a qu'avec l'euro qu'on vous a montré la procédure avec la lecture de la table d'euro. Donc on va simplement vous montrer que de nouveau on peut inférer et que dans ce cas-ci, c'est toujours la même chose qu'on teste, sauf que là on teste la probabilité de la même z. On se rend compte que la probabilité est importante, que donc le test est significatif, et on rejette l'hypothèse nulle, et donc on peut inférer qu'effectivement on observe une corrélation dans l'échantillon, et qu'il existe aussi une corrélation dans la population. Ça va? Est-ce que ça va pour celui-ci? Je vois que c'est les permutations qui vous angoissent. S'il vous plaît, ne restez pas coincés là-dessus parce que vraiment, l'idée, c'est pas de vous faire 35 permutations. C'est pas un test de permutation. Ça
je vais perdre 20 minutes très facilement, donc ça va. Alors, pour taper sur le clou, on a simplement mis à la suite de cet exercice-là un autre exercice où, en fait, on s'en compte directement, là en obtenant les données qui nous sont fournies dans le tableau. 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2. J'ai vaguement l'impression qu'ils disent la même chose. Si vous êtes bien consciencieux et que vous réorganisez les trucs, vous arrivez effectivement à 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? Ici, c'est exactement la même chose. Corrélation parfaite positive, ça va? Donc, vous attendez à observer effectivement un taux qui sera égal à 1. Ça va? Et donc, si vous projetez sur cette procédure-là, on arrive effectivement à 1, c'est magique, on s'y attendait, c'est merveilleux, ça va. Et de nouveau, c'est significatif, donc on peut rapporter le. Ça va? Ok pour ça? Ok. Alors, le truc qui est super bien, maintenant ça s'affiche. Ah, super. Le truc qui est merveilleux, c'est que vous voyez que le rho de Spearman et le taux de Kendall, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils étaient fort amis, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, peu importe la procédure que vous allez appliquer sur vos données originales, vous allez arriver au même taux. Ça va? C'est-à-dire au même taux de corrélation. Ça va? Que vous fassiez le rho ou le taux, vous allez arriver au même indice de corrélation. Ça va? Alors, pour vous prouver ça, parce qu'on sait que vous ne travaillez pas facilement, on a refait les calculs avec beaucoup de bravoure. Ça va? Simplement pour vous montrer qu'effectivement, voilà, les données qui étaient complètement opposées, on arrive bien à -1 avec le rho, qui est une formule différente, mais au final on arrive au même chiffre. Et même chose, on arrive à +1 pour les données à partir desquelles on s'était dit qu'elles devaient en fait corréler parfaitement positivement. Ça va? Donc, peu importe, c'est du pareil au même. Ils sont copains comme cul et chemise, ils faisaient exactement la même chose, sauf que pour le rho de Spearman, c'est une question de différence, une question d'écart, tandis que pour le taux de Kendall, c'est une question de distance entre les paires de données. Ça va? Est-ce que c'est clair pour ça? Oui. Oui? Magnifique. Alors, simplement, très rapidement, on va continuer à travailler les corrélations non linéaires dans le cours d'élaborer à très très vite. Ça va? Alors, justement, c'est quoi cette fameuse corrélation non linéaire? Mais en fait, on vous a appris à travailler avec ça, normalement, quand j'avais pas vu le film, c'est absolument dégueulasse. Ok, on vous a appris à travailler avec ça sur des données métriques en faisant un R de Bravais-Pearson. Ça va? Ici, vous voyez que vous avez exactement les mêmes données métriques dans chaque paire. Donc, vous allez avoir une corrélation parfaite positive. Ça va? Si vous appliquez le rho sur ce truc-là en transformant les données métriques en données originales, vous voyez que ça va être 1, 2, 3, 4. Exactement la même chose de l'autre côté aussi. Et donc, vous avez un rho qui va être égal, en fait, à 1 aussi. Ça va? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vos données ne sont pas toujours corrélées de manière linéaire. Parfois, elles sont corrélées d'une autre façon. Qu'est-ce que ce serait? Par exemple, ici, vous voyez que si on continue à travailler sur les données métriques, vous avez des paires qui sont tout à fait égales et des paires qui sont un petit peu différentes. D'accord? Donc, dans ce cas-là, en fait, si je reporte mes données dans un tableau, ça devrait avoir plutôt cette allure-là. Ok? Vous voyez que ça commence à se courber un petit peu. Et ici, du coup, mon R de Bravais-Pearson, je ne suis plus dans une corrélation parfaite, parce que vous voyez qu'on n'a pas les mêmes données métriques de chaque côté. Donc, mon R de Bravais-Pearson est un petit peu plus bas. Par contre, le rho n'est pas touché. Parce que si on observe bien les rangs qui sont là au-dessus, ça c'est bien 1 de chaque côté, c'est bien la donnée de rang 1, ça c'est bien la donnée de rang 2, ça donnée de rang 3 et donnée de rang 4. D'accord? Donc au niveau métrique, on a des petites différences, mais on ne les ressent pas au niveau des rangs, évidemment, puisque les rangs sont partagés. Ça va? Alors, si je travaille sur des différences plus importantes au niveau métrique, vous allez voir que la courbe s'accentue. Ça va? Et que mon rho continue à diminuer au fur et à mesure que mon R de Bravais-Pearson continue à diminuer au fur et à mesure que les données s'écartent du principe linéaire.
Ça va? Par contre, de nouveau, ici, il n'y a pas de souci, c'est bien 1, 2, 3 et 4, et 1, 2, 3 et 4. Donc, de nouveau, mon ρ reste complètement insensible à ces différences-là, puisque les rangs sont identiques, et donc je conserve le ρ qui est égal à 1. Ça va? Alors, dernière configuration, ce serait celle-ci. Pardon, si je n'appuie pas, c'est moins facile. Donc, vous voyez que j'ai 20, 20, 27, 58, 48, 89, 80, 80. Donc, si je m'intéresse simplement aux écarts, je vois qu'ils sont de nouveau de plus en plus importants entre mes données. Donc, la courbe s'accentue. Ça va? Mon R diminue, c'est tout à fait normal. Par contre, là, pour le coup, en fait, je me rends compte que mes rangs ne sont plus identiques non plus. Ici, j'ai 1, 2, 3 et 4. Et ici, j'ai 1, 2, 4 et 3. Ça va? Je transforme. Et donc, en fait, ici, c'est mon ρ qui va être touché, puisque les rangs sont bel et bien différents. Et donc, au lieu d'avoir un ρ qui reflète une corrélation parfaite, ce qu'on avait tout à l'heure, puisque les rangs étaient identiques, il va devenir sensible en fait à la modification, et au final, je vais avoir un ρ de 0,80. Ça va? Et donc ça, c'est le genre de truc que vous allez voir dans la suite du cours d'élaborer, mais je crois que c'est plus à la fin de séance. C'est pas pour tout de suite, mais c'est simplement pour que vous ayez en tête qu'il y a effectivement des modèles de corrélation linéaire et des modèles de corrélation non linéaire. Ça va? Voilà. S'il n'y a plus de questions, si c'est clair pour tout le monde, je vais fuir et profiter de votre week-end.